Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la toute fin du 19e siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Florence, la fille du riche James, tout de Byron Centre, New York, est venue au monde le 7 janvier 1876. Son père, un homme d'affaires prospère, l'a quitté. En fait, il était décédé 6 mois plus tôt, le 7 janvier. Pourtant, dans un geste prévoyant, il a mis en place un fonds fiduciaire considérable pour son enfant à naître. Cet héritage considérable devait être remis à son enfant lors de son mariage. Et Monsieur Tout avait prévu qu'il serait soigneusement administré par un ami de confiance et banquier. Et lorsque Florence entra dans l'adolescence, cette somme était devenue très importante. Florence devint le centre d'attention de Howard Benham, un agent de voyage aux ambitions élevées. Il était spécialisé dans la vente de voyages au public et leur proposait des plans de paiement échelonnés. Il commença à courtiser Florence et la jeune femme semblait fascinée par ce beau parleur de 23 ans. Bien que cette romance naissante ait jeté une ombre de désapprobation et de déception sur Mary Ann Farrand, la mère de Florence, ainsi que sur son beau-père, Monsieur Peter Farrand. Il ne faisait pas confiance aux intentions du jeune homme. Cependant, il craignait que leur opposition à la relation ne pousse la jeune et influençable Florence à s'enfuir avec Monsieur Howard Benham. Leurs inquiétudes furent apaisées lorsque, dans la nuit du 3 août 1892, la jeune femme les rassura en leur assurant qu'elle n'avait aucune intention de s'enfuir. Le lendemain, elle dit à sa mère qu'elle allait rendre visite à un cabinet dentaire dans la petite ville de Batavia. Marie-Anne, apparemment sans inquiétude, fit un signe d'adieu à sa fille. Mais Florence ne se rendit pas chez le dentiste. Au lieu de cela, elle entreprit un voyage à Rochester pour retrouver Monsieur Howard Benham. Là, dans le bureau privé du juge White, les amants clandestins échangèrent leurs vœux, scellant ainsi leur union par le mariage. Le couple nouvellement marié investit alors dans une résidence, nichée dans un quartier huppé de Batavia, qui reflétait une certaine aisance et un statut social élevé. Howard prit le contrôle de l'administration de l'héritage de Florence, s'aventurant dans les domaines de la banque privée et du prêt d'argent. Au début, tout allait bien entre eux, et le 7 décembre 1894, Florence donna naissance à un petit garçon que le couple nomma Howard, comme son père. Cependant, malgré le bonheur domestique apparent illustré par l'achat d'une maison et l'arrivée d'un enfant, le passage de 5 ans révéla une vérité décourageante aux yeux des observateurs. Le mariage était entaché de malheur. La maltraitance de sa femme par Monsieur Howard Benham devint évidente, et des murmures sur son penchant pour une vie rapide et dissolue en dehors des liens du mariage étaient discrètement évoqués par ceux qui le connaissaient. Florence, autrefois une présence vibrante, était perçue par beaucoup comme une simple ombre d'elle-même. Accablée par les indiscrétions de son mari et les exigences de la maternité, son éclat juvénile et pétillant avait été éclipsé par une aura de défaite, ne laissant derrière elle qu'une jeune femme marquée par les épreuves et les difficultés que la vie lui avait imposées. Aux premières heures du lundi 4 janvier 1897, à son domicile du 38 avenue, Ellicott Florence Benham est décédée. Elle avait été malade pendant une courte période, mais la nouvelle de son décès fut tout de même un choc inattendu pour ceux qui la connaissaient. Au départ, la mort fut attribuée à un rhumatisme cardiaque, une cause qui ne suscita guère plus que des commentaires de routine et de la sympathie pour la famille en deuil. Cependant, un changement subtil s'opéra lorsque des rumeurs commencèrent à circuler, insinuant que la mort de Florence n'avait peut-être pas suivi un cours naturel. L'origine de ces rumeurs demeurait insaisissable, et beaucoup les considéraient comme de simples spéculations sans fondement. Mais sur fond d'incertitude, ces murmures prirent de l'ampleur, au point que le courant de suspicion conduisit finalement le coroner à s'adresser au veuf éploré, Monsieur Howard Benham, pour évoquer la possibilité de pratiquer une autopsie sur sa défunte épouse. Reconnaissant la gravité profonde de la situation et animé par un désir inébranlable de se disculper de toute spéculation et rumeur, le gentleman accepta ouvertement. Cela était jugé crucial non seulement pour apporter de la clarté au mystère persistant, mais aussi pour établir une compréhension transparente qui dissiperait toute rumeur infondée et mettrait en lumière la vérité derrière le tragique événement qui s'était produit.
Le jury choisi pour l'enquête était composé d'hommes issus d'un milieu social très élevé. Leur première tâche fut de se rendre au 38, avenue Ellicott, et de voir le défunt. L'autopsie a été réalisée par le docteur Showerman et le docteur Townsend, et le cerveau, le foie, le cœur, l'estomac et les intestins ont été méticuleusement extraits pour un examen approfondi. Leur intention était d'envoyer ces organes à Buffalo pour vérifier si son décès était attribuable à des facteurs autres que des causes naturelles. Cependant, à l'issue de l'autopsie, tant les médecins ayant pratiqué l'examen que les docteurs superviseurs ont unanimement conclu que son décès ne présentait aucun signe de malveillance. Par conséquent, l'envoi prévu des parties du corps pour une analyse chimique à Buffalo a été jugé inutile. Comme la conclusion a réaffirmé l'absence de toute circonstance suspecte entourant la fin prématurée de Mademoiselle Benham, l'enquête a été ajournée afin que les funérailles de Madame Florence Benham puissent avoir lieu le lendemain, jeudi 7 janvier. Malgré la déclaration des médecins affirmant qu'elle était sans aucun doute décédée d'une maladie du cœur, sa famille et ses amis n'étaient toujours pas entièrement satisfaits. Ils ont continué à s'adresser au coroner Barringer qui faisait face à des demandes persistantes d'élargir son enquête, car des doutes subsistaient quant à la véritable nature du décès de Madame Benham. Le lendemain, le coroner informa le jury que l'enquête reprendrait le mardi 12 janvier, mais il refusa de divulguer toute information supplémentaire. Cette rétention d'informations a ravivé une nouvelle vague de rumeurs et de spéculations, suscitant un regain de discussions et de conjectures parmi les habitants de Batavia. Samuel J. Elliott, un homme employé localement à la pharmacie E.M. Jewell, rapporta une conversation qu'il avait eue avec M. Howard Benham. Selon M. Elliott, il y a environ 1 an, il était tombé sur un article de journal canadien qui relatait une affaire où un mari aurait prétendument empoisonné sa femme. En utilisant de l'acide prussique, également connu sous le nom de cyanure d'hydrogène, cette substance est réputée pour sa capacité à traverser rapidement le corps sans laisser de traces. M. Elliott se souvient que M. Benham avait manifesté un vif intérêt pour l'histoire, allant même jusqu'à lui prendre le journal pour le lire lui-même. Suite à cela, M. Benham a interrogé M. Elliott sur les effets de la substance. Il est à noter que M. Elliott a ajouté qu'au début, il n'avait pas accordé beaucoup d'importance à cette affaire. Cependant, il a ensuite partagé un incident inhabituel qui s'est produit 1 semaine avant le décès de Madame Benham. Pendant cette période, M. Elliott a effectué 2 ventes distinctes, chacune d'une once de cyanure d'hydrogène, à M. Howard Benham, avec seulement quelques jours entre les transactions. Lors de la première vente, M. Benham a expliqué qu'il avait besoin de ce poison puissant pour régler un problème avec un chien gênant. Bien qu'il ait été d'abord hésitant, M. Elliott a accepté la vente. Mais une fois la substance remise à M. Benham, il a ensuite insisté pour que l'achat reste confidentiel et a dit à M. Elliott de ne pas informer le propriétaire du magasin. M. Elliott a ensuite raconté que quelques jours plus tard, M. Benham est revenu et a demandé une autre once de cyanure d'hydrogène. M. Elliott a dit qu'il a alors demandé si le problème avec le chien n'avait pas été résolu, mais M. Benham a répondu d'un ton désinvolte qu'il en avait besoin. Quoi qu'il en soit, M. Elliott a affirmé qu'il avait refusé de vendre le cyanure d'hydrogène, ce qui a entraîné une vive dispute. Mais, craignant une éventuelle altercation physique, il a accepté à contre-cœur la deuxième vente. Un autre membre du personnel de la pharmacie, nommé Frank Clark, était présent lors de la conversation et pouvait confirmer les propos de M. Elliott. Les 2 employés de la pharmacie ont révélé qu'ils suivaient les reportages concernant le décès de Madame Florence Benham et n'étaient pas entièrement convaincus par les conclusions de l'autopsie. Par la suite, ils ont partagé leurs échanges avec M. Benham avec le propriétaire de la pharmacie qui leur a demandé d'informer les autorités. Après avoir reçu ces nouvelles informations, le coroner Barringer a ordonné que la tombe de Madame Benham soit gardée toute la nuit. À 4h20 le lendemain matin, les agents de police McKelly et Griffiths ont appréhendé M. Howard Benham au domicile de son père sur East Main Street. Il a été présenté devant le juge Denham, officiellement accusé du meurtre de son épouse, Madame Florence Benham, puis transporté à la prison du comté de Genesee. Le coroner Beringer a délivré un ordre pour l'exhumation du corps de Florence Benham, lançant une seconde autopsie qui a été réalisée au domicile de la mère et du beau-père de la défunte. Les organes initialement extraits, ainsi que d'autres supplémentaires, ont été soigneusement scellés et envoyés au docteur Frank P. Vanderburg, qui était chimiste à Buffalo.
L'examen de tous les organes devait prendre un temps considérable. Simultanément, au sein de la communauté locale, les discussions ne tournaient qu'autour de la mort de Madame Benham. Les avis semblaient partagés quant à l'implication éventuelle de son mari dans sa disparition. Bien que les résultats de l'analyse chimique des organes ne soient pas encore disponibles, l'enquête se poursuivait. Le docteur Maurice W. Townsend, qui avait participé aux 2 autopsies, a déclaré que l'examen initial avait été mené à la hâte. Il a ajouté qu'il devait rendre visite à son petit-fils malade et qu'il avait passé la veille à Washington. Il a déclaré lors de l'enquête qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un intérêt particulier pour la détection de poison. Cependant, après la 2e autopsie, il a relevé des signes suggérant que le décès pourrait ne pas être survenu naturellement. Il a dit « Je ne suis pas enclin à croire que le décès résulte de causes naturelles ». Il a ensuite déclaré que des éléments de preuve étaient apparus lors des autopsies, indiquant que la mort aurait pu être causée par du cyanure d'hydrogène. Pendant la courte période de maladie de Madame Benham, elle a été suivie par le docteur Tauzier. Il a déclaré à l'enquête que lorsqu'on lui a d'abord demandé de lui rendre visite, il pensait qu'elle souffrait d'une crise bilieuse, et à aucun moment il n'a considéré que son état était grave. En fait, lorsqu'on lui a demandé de revoir la patiente le 3 janvier, il a estimé que son état s'était quelque peu amélioré. Ce fut donc un grand choc qu'elle soit décédée. Quelques heures plus tard, le docteur Tauzier a raconté un incident où il a vu M. Benham sortir de la poudre de sa poche, avec l'intention de l'administrer à sa femme. En s'enquérant de la substance, le docteur Tauzier a été informé par M. Benham que sa femme avait obtenu de la morphine et semblait en être devenue dépendante. Le docteur Tauzier a déclaré qu'il avait dit à M. Benham de surveiller attentivement sa femme, car elle ne pouvait pas continuer à prendre cette substance. Alors que l'enquête se poursuivait, des résultats supposés provenant du chimiste de Buffalo circulaient, mais ces rapports n'étaient rien de plus que des rumeurs. Malgré leur caractère spéculatif, chaque cas suscitait une vive sensation à Batavia. Un témoignage très important a émergé vers la fin de l'audience, lorsque Madame Marie-Anne Farran, la mère de Florence, a pris la parole, présente au domicile de sa fille la nuit de la mort de Florence. Madame Farran a raconté comment elle a été réveillée par son petit-fils, puis a entendu des bruits provenant de la chambre de sa fille. Elle a dit qu'elle était allée voir si Florence avait besoin de quelque chose, ce à quoi Florence a répondu que non. Il était 1h du matin, le lundi 4 janvier. Madame Farran a déclaré que M. Benham était également présent, alors elle est retournée dans sa chambre. Cependant, elle a entendu sa fille dire « Je ne vois pas pourquoi tu veux que je le prenne ». Elle a ensuite entendu M. Benham marmonner quelques mots avant d'entendre sa fille dire « Je m'en fiche, Howard. Je pense que tu es aussi méchant que possible. » L'enquête a duré plus d'1 mois. À la mi-février, des rapports ont de nouveau fait surface, indiquant que le docteur Vandenberg avait détecté de minuscules traces de cyanure d'hydrogène dans les organes de Madame Benham. Cependant, les organes spécifiques contenant cette substance n'ont pas été divulgués. Le procureur a déclaré qu'il ne ferait aucun autre commentaire sur l'affaire et attendrait jusqu'au procès. Lorsque l'enquête a pris fin, M. Howard C. Benham a été inculpé dans le comté de Genesee pour le crime odieux de meurtre au 1er degré. L'accusation alléguait que le 4 janvier 1897, à Batavia, New York, il avait délibérément et avec préméditation administré une dose mortelle de cyanure d'hydrogène, communément appelé acide prussique, à son épouse, Florence Tou Benham. Cet acte prémédité avait pour but de causer sa mort, et c'est effectivement de cela qu'elle est décédée. Le procès de Howard Benham commença le 30 juillet 1897 et suivit à peu près le même déroulement que l'enquête. Il semblait que l'opinion publique quant à sa culpabilité était de nouveau divisée. Beaucoup se demandaient si M. Benham avait administré la substance toxique à sa femme et si elle était réellement morte de cela. Certains déclaraient que la seule preuve contre M. Benham était celle-là. 2 médecins qui avaient auparavant certifié que le décès de Mme Florence Benham était dû à des causes naturelles avaient ensuite changé d'avis après l'apparition de la théorie du cyanure d'hydrogène. De plus, un chimiste affirmait avoir découvert des traces minimes du poison, ce qui constituait le seul fondement de l'accusation. Lorsque le procès a commencé, il a suscité un grand intérêt de la part du public, mais au fur et à mesure qu'il avançait, il semblait que l'intérêt s'était émoussé, et que les gens n'étaient désormais intéressés que par le verdict. Des experts ont présenté leur point de vue sur les méthodes utilisées,
pour détecter le cyanure d'hydrogène dans le corps de la défunte. Les témoins médicaux de la défense ont soutenu que les autopsies réalisées étaient incomplètes et ont suggéré que la mort de Madame Benham aurait pu résulter de diverses causes autres que l'empoisonnement. La défense a reconnu que M. Benham avait acheté du cyanure d'hydrogène, mais a affirmé que c'était dans le but de traiter un problème médical dont il souffrait, tout en admettant que la vie de l'accusé n'avait pas été exemplaire et en reconnaissant que ses actions douteuses avaient fortement influencé l'opinion publique. Ils ont exhorté le jury à prendre en compte ces éléments de manière impartiale lors de leur délibération. Le jury a finalement été envoyé délibérer le mercredi 22 juillet et il est revenu 22 heures plus tard pour annoncer que ils ont déclaré l'accusé, M. Howard C. Benham, coupable de meurtre au premier degré et le juge l'a condamné à mort. L'équipe juridique de M. Benham a demandé un nouveau procès, soutenant que l'ensemble des preuves contre lui étaient circonstancielles. Ils ont soutenu que si le procès avait eu lieu en dehors du comté, un résultat plus favorable aurait été probable. Étant donné la grande notoriété de l'affaire au moment où elle est arrivée devant les tribunaux, malheureusement pour M. Benham, malgré 2 mois de délibération, la demande a été rejetée et la date de son exécution a été fixée au 13 novembre. Aucune demande de grâce n'est parvenue au gouverneur Roosevelt. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, quelques jours seulement avant l'exécution prévue de Howard Benham, son avocat a déposé une demande de nouveau procès, invoquant l'apparition de nouvelles preuves. Au début du mois de février 1903 ans après la mort de Madame Florence Benham, son mari a obtenu une nouvelle audience au tribunal. Le procès a commencé avec M. Benham représenté par Arthur C. Wade, un avocat de la défense distingué. Bien qu'une grande partie des preuves reprenaient celles du premier procès, M. Wade les a examinées avec minutie. Lorsque les docteurs Townsend, Tozier, Sherman et Prince se sont penchés sur la discussion de l'autopsie, leur témoignage, qui avait été si crucial lors du premier procès, a été habilement démonté. Même le docteur Vandenberg, qui avait analysé les organes de Madame Benham, a reconnu qu'il n'avait trouvé aucune trace de cyanure d'hydrogène dans l'estomac de la défunte. Un nouveau témoin, nommé Eva Harris, a témoigné que peu avant Noël en 1896, elle s'était rendue au domicile de Howard C. Benham et avait trouvé Madame Benham habillée mais allongée dans son lit. Selon Madame Harris, Madame Benham semblait visiblement bouleversée, pleurant et sanglotant, même après que Madame Harris soit entrée dans la pièce. Madame Harris a déclaré au tribunal que Madame Benham avait dit que Monsieur Benham lui avait été infidèle. Madame Harris a dit avoir tenté de réconforter la jeune femme bouleversée, lui assurant que la situation s'améliorerait avec le temps. Cependant, Madame Benham a ensuite révélé que son mari avait contracté une maladie et la lui avait transmise. Elle utilisait un médicament fourni par Monsieur Benham, mais cela n'a pas amélioré son état. Madame Harris a poursuivi en disant qu'elle avait conseillé à Madame Benham de consulter un médecin, mais que Madame Benham se sentait trop honteuse pour le faire. Madame Harris a ajouté qu'elle avait gardé cette conversation confidentielle jusqu'en octobre 1899 lorsqu'elle l'a partagée avec la mère de l'accusé. À la fin du procès, M. Howard Benham a été déclaré non coupable. Howard Curtis Benham était désormais un homme libre, mais la fortune ne lui a pas souri. Un an plus tard, le 14 juillet 1901 dans la ville de Columbus, Ohio, il succomba à la maladie dans un hôpital, victime à la fois d'une fièvre cérébrale et typhoïde. Il avait 30 ans. Le fils de Howard et Florence Benham fut élevé par sa grand-mère maternelle, Madame Mary Ann Farrant, et son mari, Monsieur Peter Farrant. Il changea plus tard son nom de Benham en Farrant et mourut en 1977 à l'âge de 82 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.